Il arrive un moment dans la vie de tout homme où la flamme s'éteint doucement. La même femme qui autrefois faisait s'emmêler ses pensées ne provoque plus qu'un souffle tiède dans son âme. Son toucher, jadis magnétique, devient un automatisme. Il détourne le regard, non par colère, ni parce qu'une autre a pris sa place, mais parce que quelque chose de bien plus profond, de bien plus terrifiant s'est produit. Il a vu à travers l'illusion. Arthur Schopenhauer, ce philosophe d'une lucidité impitoyable, l'avait perçu bien avant les autres. Il avertissait que ce que nous appelons passion n'est pas un don de l'amour, mais un piège de la nature, une compulsion qui n'a rien à voir avec le bonheur, mais tout avec la reproduction. Car le véritable but de toute aventure amoureuse, aussi poétiquement qu'on la déguise, est la composition de la génération suivante. Ce que l'on confond souvent avec le destin n'est que biologie. Ce que l'on nomme tomber amoureux n'est rien d'autre que l'ADN prenant le contrôle de la conscience. Et une fois que la nature a obtenu ce qu'elle voulait, ou réalisé qu'elle ne l'obtiendrait pas par cette femme, le voile tombe. L'ardeur s'estompe. L'homme ne brûle plus. Et il pense que quelque chose cloche en lui. Mais rien n'est cassé. Il n'est pas en panne. Il se réveille. Un simple podcast confirme ce qu'il ressentait confusément. Les hommes ne sont pas toujours ces créatures insatiables que la société décrit. Ce mythe de l'élan masculin infini n'est qu'un mythe. En réalité, ce désir est hautement sélectif. Il flambe en présence de nouveautés, de mystères, de polarité. Mais face à la routine, à la domesticité, il meurt silencieusement. La cohabitation moderne étouffe la flamme même dont elle dépend. On croit que vivre ensemble, tout partager, fusionner deux vies en une seule, est une preuve d'amour. Mais Schopenhauer se serait moqué. Il vous aurait dit « Vous exposez un instinct sacré sous des néons blafards. Vous disséquez un rêve et vous vous attendez à ce qu'il chante encore. Le désir ne survit pas à la surexposition. » Ce n'est pas une opinion. C'est un fait observable. Le podcast s'appuie sur l'effet Westermarck, un phénomène bien documenté où les personnes élevées dans une proximité quasi fraternelle développent une aversion inconsciente les unes pour les autres. Les frères et sœurs ne se désirent pas, non pas parce qu'ils résistent à une tentation, mais parce qu'elle n'existe pas. La familiarité engendre non pas l'intimité, mais le rejet. Transposez cela aux unions de longue durée. Lorsqu'un homme voit chaque jour la même femme, entend toutes ses plaintes, partage toutes ses habitudes, quand le mystère s'évapore et que les rituels deviennent mécaniques, sa nature profonde réagit. Elle murmure « Ce n'est plus ce que nous cherchons », car ce qui est en jeu n'est ni le bonheur de l'individu, ni sa loyauté, ni sa relation. C'est la perpétuation de l'espèce. Et lorsque l'espèce n'est plus servie, l'impulsion se retire, non par méchanceté, mais par dessein. Et soudain, l'homme se retrouve dans le silence, en train de se questionner. Mais Schopenhauer lui tend ce qu'aucun thérapeute moderne, aucun livre de développement personnel, aucun psychologue populaire ne peut offrir, une sortie hors de la honte. Il lui donne une dignité philosophique. Il lui dit simplement « L'extinction de ton désir n'est pas une panne, c'est un message. Le système a terminé sa tâche. Tu es libre maintenant, si tu oses l'être. » Voilà ce que personne ne dit aux hommes, que la liberté ressemble souvent au vide, que la paix peut ressembler à l'apathie, que la libération de l'impulsion peut, de l'extérieur, paraître comme un retrait, alors qu'elle est en réalité un état supérieur de conscience. L'impulsion sexuelle est la plus véhémente de toutes les envies. Elle saisit l'esprit et écrase la volonté, tel un délire. Et que se passe-t-il lorsque cette folie se dissipe? L'homme ne s'effondre pas, il ne faillit pas, il commence simplement à voir. Lorsque le brouillard se lève et que la folie se calme, une étrange clarté prend sa place. La même clarté qu'un homme ressent après avoir échappé à un enchantement dangereux. Il ne la regarde plus à travers le voile doré du désir. Il la voit telle qu'elle est, humaine, familière, finie.
et bien qu'il puisse encore tenir à elle, peut-être même la respecter, le feu qui consumait jadis chacune de ses pensées n'est plus qu'une braise tiède. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sobriété. L'amant croit poursuivre son propre intérêt, alors qu'en vérité, il sert une cause étrangère à lui-même. L'espèce. C'est cela, la trahison que la plupart des hommes ne perçoivent jamais. Leurs désirs les plus profonds, leurs confessions poétiques, leurs obsessions nocturnes n'ont jamais été entièrement les leurs. Ils étaient les pions d'un rituel biologique aussi ancien que le temps, un jeu dont le but n'était pas l'épanouissement, mais la continuité. Et quand ce but disparaît, le rituel se fane. Les relations modernes, par leur structure même, accélèrent involontairement cette désillusion. Plus deux personnes fusionnent dans la routine quotidienne, plus la prévisibilité remplace la polarité. Les salles de bain partagées, les horaires communs, l'interminable boucle de petites discussions et de corvées. Ce ne sont pas que des détails pratiques, ce sont des tueurs d'éros. Ils dissolvent la tension, brouillent les frontières, démantèlent lentement l'architecture de l'attraction. L'effet Westermarck n'est pas une anecdote dans ce contexte, c'est un indice, un des plus importants. Les enfants élevés dans une proximité quasi fraternelle développent rarement une attirance mutuelle à l'âge adulte. L'aversion est inconsciente mais profonde, enracinée non dans la morale mais dans un codage biologique millénaire, destiné à éviter la stagnation génétique. Maintenant, observe les parallèles. Les couples de longue durée finissent souvent par reproduire cette proximité excessive. Ils cohabitent comme des frères et sœurs, vivent ensemble chaque instant de joie ou de douleur, s'exposent mutuellement dans des états de vulnérabilité qui tuent toute aura. Au fil du temps, le lien devient familier, mais plus romantique. Elle devient émotionnellement plus proche, mais physiquement moins attirante. Et l'homme sent ce glissement de façon aiguë, mais la société ne possède aucun langage pour cela. Elle le taxe de paresse, d'immaturité, de dysfonction. Elle le blâme pour ne plus désirer ce qui autrefois le consumait. Mais Schopenhauer lui comprenait. La volonté de vivre ne se soucie pas de l'individu. Elle le pousse aveuglément vers la reproduction et, une fois satisfaite, elle le laisse vide. Ce vide n'est pas un échec. C'est l'écho d'une mission accomplie. Il faut que les hommes le comprennent. La nature n'est pas leur allié. Elle ne vise ni leur bonheur, ni leur mariage. Elle ne se soucie que d'une chose, que l'homme poursuive assez longtemps pour perpétuer l'espèce. La poursuite est le sortilège, la consommation est l'effondrement. Ensuite, le masque tombe. Ce qui paraissait divin devient soudainement banal. Ce que les hommes perdent, ce n'est pas l'intérêt pour le désir, mais l'illusion. Ce qui s'éteint, ce n'est pas la virilité, mais le mirage que l'intimité et la réalité peuvent coexister indéfiniment. Elles ne le peuvent pas sous le même toit, pas sous des lumières artificielles, pas quand la routine remplace le mystère. Et c'est pourquoi les sociétés traditionnelles étaient structurées de manière si différente. Le podcast évoquait cela aussi. Dans les communautés tribales ou anciennes, les hommes passaient l'essentiel de leur temps entre eux, à travailler, chasser, construire. Les femmes élevaient les enfants ensemble, dans leur propre sphère. L'intimité entre les sexes était préservée précisément parce qu'elle était rare. La rareté créait la tension créait la passion. Et cette dynamique, nous l'avons perdue. Aujourd'hui, nous recherchons la proximité à tout prix, convaincus que plus d'accès générera plus de désir. Mais l'inverse est vrai. L'accès engendre la familiarité engendre l'indifférence. Et l'indifférence engendre la confusion. Surtout chez l'homme qui croyait qu'il la désirerait toujours, mais il n'était jamais censé la vouloir éternellement. Il était censé s'éveiller, car Schopenhauer ne décrivait pas simplement le désir, il diagnostiquait la condition humaine. Et dans ce diagnostic,
la disparition du désir physique n'est pas une maladie, mais le début de la lucidité. Ce que la plupart des hommes appellent amour, Schopenhauer l'appelait captivité, un piège biologique déguisé en lien sacré. Et lorsque le sort s'estompe, lorsque les yeux s'éclaircissent et que le cœur s'apaise, l'homme reste face à une réalité qu'il n'avait pas prévue. Il n'est plus captif. Mais le monde ne prépare pas les hommes à cette étape. Il n'existe aucun rituel pour saluer le départ discret du désir, aucune langue pour exprimer le deuil subtil que l'on ressent lorsque le feu cesse de brûler. Alors les hommes souffrent en silence. Ils doutent d'eux-mêmes. Ils se demandent si l'âge les a émoussés, si quelque chose manque dans leurs hormones, leur virilité, leur identité. Mais la seule chose absente, c'est le mensonge. Le dégoût post-coïtal, disait Schopenhauer, est la véritable voix de la nature. Cette phrase, souvent tournée en dérision, n'est pas une boutade, c'est une révélation. Ce moment de vide après la satisfaction, celui dont on ne parle jamais, celui qui ressemble à une nausée spirituelle, est en fait le retrait de la nature. La volonté de vivre a terminé sa mission. Les ficelles du pantin se relâchent. Et dans ce silence, l'homme réalise qu'il n'a jamais vraiment tenu les rênes. Ce n'est pas romantique, c'est réel. Et la réalité, pour l'homme éveillé, n'est que rarement confortable. Le podcast présentait cette transformation sous l'angle de la familiarité. Lorsque deux êtres passent un temps excessif ensemble dans des conditions trop prévisibles, le désir s'efface. Non pas parce que l'amour disparaît, mais parce que le mystère, lui, s'évapore. Et les hommes, bien plus qu'ils ne veulent l'admettre, sont excités par la distance, par le contraste, par ce qui reste légèrement hors de portée. Lorsqu'elle devient entièrement connue, la danse primale s'achève. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est une réponse sincère à la perte de polarité. Dans les sociétés traditionnelles, cette polarité était préservée par la structure. Les rôles étaient distincts, le temps partagé était limité, le caractère sacré de l'union était protégé par l'espace. Aujourd'hui, nous célébrons la proximité émotionnelle au détriment de l'attraction. Nous levons toutes les barrières, croyant que l'amour s'épanouit dans une transparence totale. Mais Schopenhauer savait mieux. Le mariage est le piège que la nature utilise pour duper l'individu afin qu'il serve les intérêts de l'espèce. Et une fois ce piège enclenché, une fois les papiers signés, les routines établies, les masques tombés, le désir s'enfuit par la porte de derrière. Certains hommes tentent de le raviver par la nouveauté, des aventures, des fantasmes, des dépendances. Mais rien de cela ne fonctionne, pas durablement. Parce que le malentendu fondamental demeure, croire que cette perte d'intérêt est un défaut à corriger, alors qu'il s'agit en réalité d'un signal à comprendre. L'élan masculin n'est pas infini, il est ciblé. Il s'allume en présence de possibilités, de risques, de récompenses à peine atteignables. Une fois tout cela sécurisé, possédé, banalisé, que reste-t-il à poursuivre? L'énergie ne disparaît pas. Elle cherche simplement un autre exutoire. Et c'est là que Schopenhauer propose une voie. Il ne croyait ni à l'anesthésie des sens, ni à la fuite dans l'hédonisme. Il croyait en la transcendance, en la réorientation de l'énergie vers la clarté, la discipline et l'intuition. À ses yeux, l'homme qui dépasse ses désirs n'est pas maudit, il est élu. Plus notre pensée est claire, disait-il, plus nous voyons que le véritable but de la vie n'est pas la jouissance, mais la négation de la volonté. La négation de la volonté, cette rébellion silencieuse contre la poursuite sans fin. L'homme qui ne brûle plus pour chaque nouveau frisson, chaque nouveau corps, chaque nouvelle conquête, n'est pas en train de mourir. Il mûrit, il reprend ce que la nature lui a emprunté, son libre arbitre. Mais ce chemin est solitaire, car peu en parlent. Le monde continue de mesurer la masculinité par l'intensité du désir, la performance, la chasse. Et si la véritable masculinité se mesurait
non parce qu'un homme désire, mais parce qu'il peut quitter sans trembler. Et si perdre l'envie n'était pas une chute, mais une élévation? Il y a une révolution silencieuse dans le cœur de certains hommes, une transformation si discrète, si inexprimée, que même ceux qui la vivent ne savent pas encore lui donner un nom. Ils se sentent moins poussés, moins envoûtés, moins captivés par les mêmes images qui autrefois les faisaient trembler. D'abord, ils paniquent. Ensuite, ils pleurent en silence. Et enfin, s'ils sont assez lucides, ils commencent à comprendre. Ils ne sont pas en train de devenir moins hommes, ils deviennent plus eux-mêmes. Schopenhauer n'écrivait pas pour flatter, mais pour libérer. Et dans ces moments les plus limpides, il révélait que la vraie libération ne vient pas de l'assouvissement, mais du renoncement. Non pas en s'accrochant à la flamme, mais en dépassant le besoin même de brûler. Car chaque homme, disait-il, prend les limites de son propre champ de vision pour les limites du monde. Mais lorsque ce champ s'élargit, lorsque le voile du désir tombe, lorsque l'homme voit au-delà des illusions qui dictaient son comportement, le monde s'ouvre. Il réalise que ce qu'il appelait jadis intimité n'était parfois que dépendance, que ce qu'il appelait amour était parfois une addiction, que ce qu'il appelait alchimie n'était souvent qu'un bug dans un programme biologique destiné à le maintenir enchaîné aux besoins de l'espèce. Et soudain, dans le calme laissé par le désir évanoui, il découvre l'espace pour penser, pour créer, pour observer. Il se retire du jeu et le regarde enfin tel qu'il est, non pas un sacrement, mais une mise en scène. Non pas une union divine, mais un stratagème évolutif maquillé en poésie et en parfum. Revenons un instant à ce que disait le podcast. Ce désir physique qui s'efface dans la familiarité prolongée, cette surexposition qui entraîne une saturation mentale, cette intimité non maîtrisée qui devient une claustrophobie émotionnelle. Il n'a jamais été question de perdre l'attraction du jour au lendemain. Il s'agit de ce qui se passe quand une femme devient trop connue, quand tous ses mystères ont été décodés, quand chaque recoin de son être a été exploré, expliqué, rendu ordinaire. La nouveauté meurt, la polarité s'effondre, et l'homme ne reste qu'avec la compagnie, mais plus avec la combustion. Avec la disparition de l'illusion, notre intérêt pour l'objet disparaît aussi. Schopenhauer, encore une fois, dans le monde comme volonté et représentation. Les hommes sont des créatures visuelles, oui, mais plus encore, ce sont des créatures psychologiques. Et lorsque l'esprit ne peut plus projeter sur l'autre une image de mystère, d'altérité sacrée, le corps suit. Voilà pourquoi même la femme la plus belle finira par provoquer de l'indifférence si la polarité psychique est perdue, parce que le corps ne poursuit pas seulement la beauté. Il poursuit la signification, la différence, l'écho de tension qui autrefois signalait un potentiel. Et ce que font les relations modernes, le mariage, surtout dans sa forme actuelle, c'est garantir la disparition rapide de cette tension, en exigeant la transparence émotionnelle, la disponibilité totale, le partage de tout. On détruit le mystère même qui nourrissait l'étincelle masculine. On fabrique, sans le vouloir, une fratrie. Et rien ne tue plus sûrement le désir que le confort de la similitude. Voici l'ironie cruelle. Lorsque les hommes commencent à perdre l'intérêt, ils sont souvent blâmés. On les accuse d'être immatures, distants, évitants. Mais ce qu'ils ressentent réellement, c'est le retrait de la volonté. Cette force silencieuse en eux, semblable à un Dieu exigeant, commande avec urgence, trompe avec beauté, et récompense brièvement avant de se retirer dans l'ombre. Et lorsqu'elle s'en va, l'homme se retrouve seul avec la coquille tiède de son obsession passée, familière, mais vide. Et s'il s'y accroche par peur ou par culpabilité, il se corrompt de l'intérieur. Mais s'il lâche prise, s'il ose s'en détacher, il entre dans un territoire que personne ne lui a jamais appris à explorer. La paix. La paix n'est pas aussi spectaculaire que la passion. Elle ne fait pas battre le cœur. Elle ne fait pas transpirer les paumes. Elle ne provoque pas de poèmes, ni de chansons d'amour. Mais la paix,
telle que Schopenhauer la concevait, est le seul antidote à l'illusion. Et c'est ce qui attend un homme qui ne confond plus ses pulsions avec la vérité. Le monde croira que tu as perdu quelque chose. Tu ne poursuis plus. Tu ne prouves plus. Tu ne comptes plus tes conquêtes. Tu ne cherches plus à exister par le regard des autres. Mais en vérité, tu as simplement cessé de danser pour une force qui n'a jamais eu ton bien-être à cœur. Tu as vu à travers la séduction. L'homme peut faire ce qu'il veut, disait Schopenhauer, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Voilà le cœur du mystère. Tu ne peux pas forcer le désir. Tu ne peux pas rallumer une flamme qui n'était jamais vraiment à toi. Elle appartenait à la nature, à l'espèce, à la volonté. Et une fois que son œuvre est accomplie, elle part. Et ce qui reste n'est pas le néant, mais la lucidité. Cette lucidité que l'on confond trop souvent avec la dépression. Un homme qui ne ressent plus le besoin impérieux de poursuivre est taxé d'insensible, de cassé. Mais peut-être qu'il n'est pas brisé. Peut-être est-il enfin libre de son addiction. Peut-être que ce silence qu'il ressent n'est pas l'absence de sens, mais le commencement de celui-ci. Schopenhauer n'appelait pas à haïr la vie, mais à la comprendre profondément. Il observait la poursuite interminable, la jalousie, la douleur, la folie. Et il dit « Assez ». Il montrait que ce n'est pas par la conquête que l'on trouve la paix, mais par le lâcher-prise. En s'éloignant du feu et en le voyant pour ce qu'il est, un spectacle destiné à asservir ton esprit. Entends ceci avec clarté. Ton désir qui s'efface ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que tu t'éveilles. Tu as franchi un seuil où le mirage ne fonctionne plus. Tu as assez vécu, assez vu, assez senti pour reconnaître le schéma. Et maintenant, tu fais face à un choix. Tenter de rallumer un feu conçu pour t'aveugler, ou entrer dans le silence et revendiquer ton esprit comme étant le tien. Ceci est l'initiation véritable. Ni ton premier baiser, ni ta première conquête, ni ton mariage. Mais le moment où tu regardes ce que tu adorais autrefois et que tu réalises que cela ne t'émeut plus. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu as évolué. Tu n'as plus besoin de l'illusion. Tu as grandi au-delà du jeu. Et si tu as lu jusque-là, si ces mots résonnent en toi, si le silence en toi ressemble désormais moins à un vide et davantage à une force, alors parle à d'autres hommes, à ceux qui souffrent en silence, à ceux qui se blâment pour une évolution parfaitement naturelle. Donne-leur ce cadeau, le cadeau d'une vérité que presque personne n'ose formuler. Tu n'es pas brisé, tu es en train de devenir libre, et c'est là, enfin, que tout commence.